Un homme a frappé la béquille d'une petite fille et s'est éloigné en riant, mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé. À première vue, cela ressemblait à une scène ordinaire dans une grande ville, une petite fille avec des béquilles, un homme pressé et un contact accidentel. Mais tout a changé lorsque quelqu'un a appuyé sur enregistrer sur son téléphone. C'est l'histoire d'une rencontre fortuite qui a brisé une vie et en a transformé une autre. Une petite foule s'était rassemblée au feu rouge. Les gens se précipitaient, certains pour aller travailler, d'autres pour régler leurs affaires, d'autres encore marchaient par habitude. Parmi les adultes occupés se tenait une petite silhouette, une fillette d'environ 8 ans, avec un plâtre blanc sur la jambe droite et des béquilles trop grandes pour ses bras fragiles. Elle se tenait au bord du trottoir, se concentrant sur le nombre de marches qu'il lui faudrait franchir lorsque le feu était vert. Les voitures rugissaient à quelques mètres seulement et le vent faisait flotter les bords de son manteau gris. Lorsque le feu est passé au vert, la foule s'est précipitée sans réfléchir, sans même remarquer la petite fille. Elle fit un premier pas prudent, ses béquilles claquant sur l'asphalte alors qu'elle luttait pour maintenir son équilibre. Et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Un homme de grande taille, vêtu d'un manteau sombre et élégant, un dossier sous un bras et un téléphone dans l'autre, traversait la rue à grands pas. Son approche était assurée, typique d'un homme habitué au pouvoir et à l'argent. Il n'a même pas baissé les yeux lorsque son pied est entré en collision avec l'une des béquilles de la jeune fille. La béquille vacilla et la petite fille chancela, manquant de tomber. Elle s'accrocha à l'autre béquille, serra les dents et parvint à rester debout. L'homme ne s'est pas retourné, n'a pas ralenti et n'a pas semblé s'en rendre compte ou s'en soucier. La petite fille se figea au milieu de la route, perdue et effrayée. Un peu plus loin sur le trottoir, un jeune homme d'une vingtaine d'années tenait un téléphone à la main et filmait pour son blog des scènes de la vie urbaine, des paysages, des visages de passants, des instants fugitifs. Il avait tout filmé, y compris le moment où la jeune fille s'est retrouvée bloquée en pleine rue. Il baissa son téléphone, fronça les sourcils et s'approcha d'elle. Il l'a aidée à traverser et lui a demandé si elle allait bien. Elle hocha la tête, luttant pour retenir ses larmes. La journée semblait ordinaire, mais dans les coulisses, il se déroulait bien plus qu'une simple rencontre irréfléchie. Les heures ont passé et le jeune homme qui a filmé la scène était assis dans un petit café, sirotant un café et mettant la vidéo en ligne. Il n'a pas pensé aux conséquences. Il voulait juste partager ce dont il avait été témoin. La légende était brève, moins de monde, plus d'ombre. Au début, le post est passé inaperçu, peu de likes, peu de commentaires. Mais à la tombée de la nuit, quelque chose a changé. Une page municipale populaire a partagé la vidéo, suivie par un site d'information, puis les chaînes de télévision l'ont reprise. En une nuit, la vidéo s'est répandue dans toute la ville. Les gens l'ont regardée encore et encore, se demandant à chaque fois, comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi personne ne s'est arrêté? Pourquoi les adultes ne voient-ils pas les enfants? Les commentaires étaient remplis d'indignation, comment peut-on être aussi insensible? Qui est cet homme au manteau? Si on le reconnaît, disons-le à son patron. Tant que nous garderons le silence, ce genre de comportement deviendra la norme. Quelqu'un a remarqué des détails dans la vidéo, la marque d'une montre de luxe sur le poignet de l'homme, le logo sur sa pochette. Ces indices se sont révélés cruciaux. L'enquête a commencé spontanément, comme si Internet avait lui-même décidé de trouver le coupable. Pendant ce temps, la petite fille était assise à la maison sur un vieux canapé, à côté de sa mère. Elle tenait sa béquille, la même avec la poignée légèrement tordue par l'impact. Elle était triste, mais sa mère lui caressa doucement les cheveux et murmura « Tu es courageuse. Tu es forte. » Elle ne le savait pas, des milliers de personnes derrière leurs écrans pensaient à elle, le cœur remué par la caméra aléatoire qui avait changé sa vie. La soirée a apporté un changement dans la ville. Les fenêtres s'éclairèrent, leurs reflets dansèrent dans l'eau et les visages des passants devinrent plus pensifs. Le froid s'insinuait sous leurs vêtements. Au milieu de milliers d'actualités et d'inquiétudes, une courte vidéo a commencé à prendre vie. Il s'est propagé via des discussions en ligne, est apparu dans les fils d'actualité et a été commenté sans relâche. Les gens étaient indignés, débattaient, et essayaient de découvrir qui était cet homme. Les détectives Internet sont passés à l'action. Un gros plan de l'enregistrement a révélé une montre avec un logo de luxe reconnaissable. La pochette que tenait l'homme a également attiré l'attention. Les initiales d'un cabinet d'avocats étaient à peine visibles. En croisant ces indices, les internautes ont trouvé un profil sur un réseau social. C'était lui. Le nom de l'homme a été connu le soir même. Alors que la ville dormait, la tempête faisait rage en ligne.
Des courriels ont afflué dans l'entreprise de l'homme, exigeant des explications. Les médias ont publié l'histoire en urgence. Le lendemain matin, une réunion de crise a eu lieu au bureau. Bien qu'il n'y ait eu aucune annonce officielle, les employés ont révélé plus tard ce qui s'était passé. Le matin venu, les rues semblaient inchangées, les silhouettes défilaient, les voitures remplissaient les rues et l'odeur du café s'échappait des kiosques. Mais quelque chose était différent dans l'air, une tension palpable semblait s'être installée sur la ville. Pendant ce temps, la petite fille n'avait aucune idée de ce qui se passait. Sa matinée a commencé comme d'habitude. Sa mère l'a aidée à enfiler son manteau et à fermer ses vieilles bottes. La petite fille agrippa fermement ses béquilles alors qu'elle sortait. Aujourd'hui, elle avait rendez-vous chez le médecin. La journée allait être longue et difficile. Le bus était en retard et le gel lui mordait les mitaines. Les gens à l'arrêt de bus ont échangé quelques mots, jetant parfois un coup d'œil à leur téléphone. La petite fille a entendu des bribes de conversation sur l'avocat. Quel dommage! Comment quelqu'un peut-il se comporter ainsi? Elle ne savait pas encore que ces mots la concernaient. Entre-temps, dans les bureaux où travaillait l'homme, un scandale a éclaté. La direction de l'entreprise ne s'attendait pas à un tel tollé. La boîte de réception était remplie de lettres de colère. Les clients ont menacé d'annuler les contrats. Une décision a été prise rapidement. L'homme a dû démissionner pour préserver la réputation de l'entreprise. Il lui a été demandé de quitter son bureau avant la fin de la journée. Il resta longtemps devant la fenêtre, regardant la rue où la foule continuait de passer, indifférente. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit quelque chose comme de la peur de voir tout ce qu'il avait construit s'effondrer en un instant. Tout cela à cause d'une seconde d'inattention, d'un geste irréfléchi. La vidéo a continué sa vie. Tard dans la soirée, alors que la petite fille était rentrée à la maison et s'était endormie, épuisée par sa longue journée à l'hôpital, sa mère a ouvert la porte à des visiteurs inattendus. Deux femmes se tenaient sur le seuil. L'un était bénévole pour une association caritative et l'autre était journaliste d'un média local. Le bénévole sourit et explique que les gens, émus par l'incident, avaient voulu soutenir la petite fille. Dans la boîte se trouvaient des béquilles neuves, plus légères et colorées, décorées d'autocollants, ainsi que des livres et des jouets. La mère, ne sachant pas trop comment réagir, a accepté les cadeaux. Ils n'étaient pas habitués à être au centre de l'attention, à vivre humblement et à essayer de surmonter leurs difficultés en silence. Cette nuit-là, lorsque la petite fille s'est réveillée et a vu les nouvelles béquilles, ses yeux se sont illuminés d'une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle toucha doucement le plastique coloré, lisant les inscriptions amusantes sur les autocollants. C'étaient des objets simples, mais pour elle, ils n'avaient pas de prix. Le lendemain, une nouvelle vague déferle sur la ville. Un flash mob a commencé à se propager. Les gens ont commencé à publier des photos d'eux-mêmes en train d'aider les autres, ramasser des sacs tombés, aider des personnes âgées à traverser la rue, aider des personnes handicapées. Sous chaque photo, une courte légende disait « Je vois ». Pendant ce temps, l'homme au manteau était assis chez lui, les yeux fixés sur son téléphone éteint, son monde modifié par un moment d'inconscience. Des journalistes, des avocats et même de vieux amis l'ont appelé. Dans sa hâte de rompre les liens, il a vu son visage aux informations et s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Tout a commencé par un simple coup de coude, un moment d'indifférence. En un instant, le monde a basculé pour deux personnes, un homme adulte qui a tout perdu en un seul jour et une petite fille qui s'est soudainement sentie vue. La ville s'est réveillée à un nouveau rythme. Dès le petit matin, les cafés, les minibus et les couloirs des bureaux bourdonnaient d'un même sujet. Un événement qui n'avait attiré l'attention d'un passant que la veille est devenu un sujet de conversation dans la ville. La vidéo s'est répandue rapidement, circulant dans les fils d'actualité, et les gens la regardaient à plusieurs reprises. Au milieu des gros titres sur l'indifférence dans la rue, l'affaire a choqué tout le monde. Une petite fille, une grande ville, à qui la faute? Quel a été le prix de l'indifférence? Comment un seul acte peut-il changer une vie? Les principales chaînes d'information ont acheté les droits de diffusion de la vidéo. Désormais, c'était sur les écrans de télévision des maisons, des salles d'attente et des minibus bondés. La scène se reproduisait encore et encore, la petite fille avec des béquilles qui avait du mal à marcher et l'homme qui ne s'arrêtait même pas une seconde. Des gens qui n'avaient jamais beaucoup pensé à la charité ont commencé à discuter de l'importance de prêter attention à ceux qui nous entourent. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils réalisaient à quel point des actions apparemment insignifiantes pouvaient infliger de la douleur. L'homme au manteau a été identifié le jour même.
Son nom est apparu à la une des journaux locaux. Viennent d'abord de brefs détails, son âge, son poste et ses lieux de travail. Viennent ensuite les gros titres scandaleux, ses gains et les photos de vacances, le montrant souriant sur des plages immaculées. Les journalistes se sont rassemblés chez lui, dans l'espoir d'obtenir une déclaration, mais l'homme est resté silencieux, enfermé dans son appartement devenu soudain une prison. Son entreprise a publié un communiqué officiel condamnant ses actes et a mis fin à son contrat. La pression de l'opinion publique était écrasante. L'entreprise ne pouvait plus se permettre d'être associée à un tel scandale. Très vite, les noms des clients de l'entreprise ont été évoqués dans les commentaires, et ils se sont empressés de prendre leur distance. En une seule journée, l'homme a perdu son emploi. Sa carrière florissante, bâtie au fil des années, s'est effondrée dans un fracas entendu dans tout le pays. Pendant ce temps, le jeune homme qui a filmé l'incident a été choqué par la réponse. Il a reçu des centaines de messages privés, des invitations à des tournages et des demandes d'interviews. Son blog, jusqu'alors inaperçu, a gagné des milliers d'abonnés du jour au lendemain. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était la petite fille. Il a tenté de la retrouver, dans l'espoir de vérifier son bien-être, et a contacté une organisation caritative pour transmettre l'aide que ses abonnés lui proposaient. De nombreuses personnes ont voulu contribuer, proposant de payer ses traitements ou d'envoyer de l'argent pour de nouvelles béquilles. Pendant un bref instant, le monde a semblé devenir meilleur. Les gens, fatigués de l'indifférence et du cynisme, considéraient la petite fille comme un symbole. Elle incarnait la bonté souvent oubliée dans l'agitation de la vie quotidienne. De l'autre côté de la ville, la mère de la petite fille a verrouillé la porte derrière elle. Les journalistes se pressaient dans le bâtiment, sonnaient à l'interphone, laissaient des notes, interrogeaient les voisins. Certains ont même proposé de l'argent pour un entretien. La mère ne voulait rien avoir à faire avec cette attention. Elle craignait pour la sécurité de sa fille. Elle n'était pas préparée à un tel déferlement d'intérêt. Tout ce qu'il voulait, c'était le silence, la paix et la possibilité de continuer à vivre. Le soir, bénévoles et voisins se sont rassemblés devant le bâtiment. Certains ont apporté des bonbons, d'autres des livres. La petite fille jeta un coup d'œil à travers le rideau, observant ce spectacle inconnu. Pour la première fois, elle ressentit la chaleur de parfaits inconnus. La mère hésita mais finit par ouvrir la porte pour accepter les cadeaux avec gratitude, même si elle ne trouvait pas les mots. La petite fille, tenant un nouveau sac à dos coloré, semblait heureuse mais désorientée. C'était comme un rêve. Hier encore, personne ne l'avait remarquée dans la rue, et aujourd'hui, les gens prenaient soin d'elle. Internet n'a cependant pas pardonné à l'homme. Même après que la frénésie initiale soit retombée, les commentaires ont continué à affluer. Ses comptes sur les réseaux sociaux ont été bloqués pour violation des règles de la plateforme. Le site web de son entreprise a été interrompu pour maintenance. De nouveaux clients ont annulé les négociations, invoquant des associations indésirables. Les journalistes ont fouillé son passé, à la recherche de raisons qui pourraient ternir sa réputation. L'histoire devenait de plus en plus sombre de jour en jour. L'homme a tenté de contacter des avocats, menaçant même le blogueur qui avait filmé la vidéo, mais il était trop tard. L'opinion publique a agi plus rapidement et plus impitoyablement que n'importe quel système juridique. Quelques jours plus tard, la jeune blogueuse fonde une fondation qui soutient les familles dans le besoin et fait don de tous les fonds récoltés pour la petite fille. Il a tenu à rester anonyme, ne voulant pas que sa vie devienne un spectacle. La petite fille a reçu de nouvelles béquilles confortables, des jouets, des vêtements et une invitation à un traitement gratuit dans l'une des meilleures cliniques de la ville. Le monde dans lequel elle grandissait était soudain devenu plus gentil, plus doux. Une vidéo aléatoire, une simple pression sur un bouton, a non seulement changé la vie de 2 personnes, mais a également rappelé à des milliers d'autres ce qui compte vraiment. L'indifférence coûte plus cher qu'on ne le pense. Alors que le bruit de la ville s'apaisait le soir, dans un modeste appartement de la périphérie, régnait une véritable tranquillité. La petite fille était assise près de la fenêtre et regardait les quelques voitures passer dans la rue déserte. Ses doigts fins, légèrement écorchés par le frottement constant des béquilles, touchaient doucement la fenêtre. Elle était habituée à la solitude, au réveil tôt le matin, aux longues attentes aux arrêts de bus et aux interminables couloirs de l'hôpital. Tout cela était devenu une routine. Le plâtre sur sa jambe n'était ni le premier ni le dernier. La maladie l'avait frappée lorsqu'elle était bébé, la privant de la facilité de mouvement, transformant chaque pas en un défi. Depuis son enfance, elle savait que si vous ralentissez sur la route, personne ne vous attendra.
Tout ce que vous aviez à faire était de trébucher et personne ne vous tendrait la main. Le monde allait trop vite pour ceux qui marchaient lentement. Son père a quitté la famille aussitôt le diagnostic posé, comme si la maladie de sa fille était contagieuse pour son ego. Sa mère travaillait sans relâche, essayant de trouver un équilibre entre prendre soin d'elle et maintenir un semblant de normalité. Chaque centime a été consacré aux médicaments. Chaque moment libre était consacré aux procédures médicales. L'école était devenue un autre combat. Au début, ses camarades de classe ont sympathisé, mais ils ont vite pris leur distance. Les béquilles gênaient pendant la récréation. Le casting a trop attiré l'attention. La petite fille étudiait tranquillement, essayant de ne pas se faire remarquer. Ses efforts sont passés presque inaperçus, sauf auprès de sa mère, qui gardait toujours l'espoir qu'un jour les choses changeraient. L'incident du carrefour avait été un coup inattendu, non pas parce que l'homme était impoli, mais parce qu'elle s'était habituée à ce que les adultes l'ignorent. Ce qui lui faisait le plus mal, c'était la prise de conscience de sa propre impuissance à cet instant fugace. Alors que la vie était en équilibre sur le bord d'une béquille, elle resta éveillée cette nuit-là, incapable de dormir. Le carrefour, le bruit des voitures et le visage de l'homme qui ne s'était même pas retourné la hantaient. Elle serra la couverture comme elle avait tenu sa béquille à ce moment-là. Elle ne savait pas que des milliers de personnes la regardaient sur leurs écrans, ressentant de la honte et le désir de l'aider. Au début, elle accepta les cadeaux avec méfiance. Les nouvelles béquilles étaient si légères qu'elle n'arrivait pas à y croire. Était-il vraiment possible de marcher sans sentir le poids dans ses mains? Les jouets lui semblaient être un luxe qu'elle n'avait jamais connu. Le sac à dos coloré et les bonbons étaient normalement réservés aux anniversaires. Tout cela lui semblait magique. Les lettres qui accompagnaient les colis, maman lui lisait à haute voix tous les soirs. Des vœux de bonheur, des histoires sur la façon dont les gens admiraient sa force, des mots chaleureux de soutien. La petite fille écoutait attentivement chaque lettre comme si elle absorbait la chaleur d'étrangers. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vue, importante. Ses efforts ont été remarqués. Quelques semaines plus tard, une lettre arrivait d'une grande clinique. L'un des médecins, après avoir vu la vidéo, a proposé un examen et un traitement gratuit. Il y avait une chance, bien que petite, mais réelle, qu'elle puisse marcher sans béquille. Maman pleurait en tenant la lettre dans ses mains. C'était l'espoir dont elle avait eu peur de rêver. Les jours passèrent, remplis de préparatifs. Les voisins ont apporté des vêtements. Certains ont aidé à payer des billets pour une autre ville. Les bénévoles se sont occupés de toutes les démarches administratives. La petite fille était assise sur un vieux canapé, admirant sa nouvelle valise tout en essayant de ne pas trop s'inquiéter. Une nouvelle étape de sa vie commençait, terrifiante, incompréhensible, mais pleine d'attente. Tandis que certains étaient heureux pour elle, d'autres continuaient à discuter de l'homme au manteau. Son histoire commençait à devenir un mythe. On disait qu'il avait quitté la ville, qu'il avait tout perdu, son travail, sa réputation et même sa famille. Les journaux ont écrit qu'il avait essayé de se défendre, mais que personne ne voulait l'écouter. En ville, les gens ont commencé à aider plus souvent ceux qui en avaient besoin. Des actions caritatives ont été organisées, des flash mobs de bonnes actions et des écoles ont commencé à organiser des cours de bienveillance. Une courte vidéo était devenue le catalyseur d'un changement qui, sans ce regard accidentel à travers l'objectif d'un appareil photo, n'aurait probablement jamais eu lieu. La veille de son départ pour la clinique, la petite fille est restée longtemps assise près de la fenêtre. Derrière la vitre, la neige tombait finement. Elle ressentait la peur de l'avenir, mais cette fois elle était mêlée d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas seule. Le monde est rarement juste, mais il sait parfois surprendre. Pendant que la petite fille préparait ses rêves pour le voyage, son agresseur s'enfonçait lentement dans le gouffre qu'il avait ouvert. Dans l'appartement où il y avait toujours une odeur de café et de papier de qualité, il n'y avait qu'une odeur d'humidité et de moisissure. L'homme était assis à table, regardant l'écran de son téléphone éteint. Les notifications ne arrivaient plus. Non pas parce que la tempête était passée, mais parce qu'il n'était plus remarqué, même par ceux qu'il considérait autrefois comme ses amis. Après son licenciement, il avait essayé de trouver un autre emploi, en consultant son CV, en appelant ses contacts, en proposant des réductions sur ses services. Mais peu importe où il se tournait, la conversation se terminait plus vite qu'elle n'avait commencé. Son nom était devenu un terme péjoratif. Les gens craignaient de s'associer avec lui comme si son nom pouvait contaminer leur réputation. Au fil du temps, même ceux qui l'avaient aidé lui ont fermé leurs portes.
Les dettes s'accumulaient, les factures s'accumulaient. Il vend sa voiture, puis ses bijoux, et quitte finalement son luxueux appartement du centre-ville pour un petit studio en périphérie. Là-bas, les voisins ne le connaissaient pas et il pouvait au moins sortir acheter du pain sans se faire remarquer. Son monde était devenu étroit, sombre, infiniment gris. Parfois la nuit, il regardait encore cette vidéo. Encore et encore, il se voyait pousser la béquille de la petite fille, la faisant s'éloigner sans se retourner. Il essaya de se justifier en se disant qu'il était pressé, qu'il n'avait pas vu la coïncidence. Mais à chaque fois, en regardant l'écran, il comprenait que même si c'était une coïncidence, cela ne changeait rien. L'indifférence s'est avérée être un crime, et il en a payé le prix non pas en argent, mais en vie. Pendant ce temps, la petite fille et sa mère arrivent dans la grande ville. La clinique ressemblait à un véritable palais, des salles lumineuses, des médecins souriants, des technologies modernes. Elle a été examinée par des spécialistes, des radiographies ont été prises et le plan de traitement a été discuté. Les infirmières l'appelaient notre petite héroïne, même si elle était gênée, elle sentait quelque chose de nouveau grandir dans sa poitrine, l'espoir. Les procédures étaient compliquées et douloureuses. Parfois, par la suite, elle avait à peine la force de s'asseoir. Parfois, elle ne pouvait retenir ses larmes, mais elle tenait bon. Elle savait pourquoi elle faisait tout ça. Chaque matinée commençait par une petite victoire, un pas sans l'aide de la béquille, un mouvement du pied qu'elle ne pouvait pas plier auparavant. Des petits pas, invisibles pour les autres mais immenses pour elle. Les lettres de soutien ont continué à arriver. Des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés lui écrivirent pour lui dire combien sa force les inspirait. Certains ont admis être devenus plus attentifs aux autres après avoir entendu son histoire. D'autres racontaient leurs erreurs et demandaient pardon aux étrangers, cherchant à réparer ce qu'ils avaient négligé. La petite fille gardait chaque lettre dans une boîte près de son lit, comme s'il s'agissait de véritables trésors. Un jour, sa mère lui apporta des nouvelles. Ils avaient été invités à une cérémonie honorant ceux qui, par leur exemple, avaient changé la vie des autres. La petite fille allait être récompensée non pas pour sa force ou ses exploits, mais simplement pour le fait que par sa présence, elle avait rappelé à toute la ville ce que signifiait être humain. À ce moment-là, l'homme, une fois convaincu de son invulnérabilité, tentait de recommencer sa vie. Il avait trouvé un emploi comme magasinier, avait changé ses cartes bancaires pour cacher son identité, mais il était impossible de se cacher. Chaque matin, il se regardait dans le miroir et voyait un homme tomber trop bas pour se relever facilement. La nuit, des cauchemars le tourmentaient. Il rêvait de carrefours, de visages indifférents, de son propre dos s'éloignant de la main tendue d'un enfant. Et le pire, c'est qu'il ne pouvait plus rien changer. Alors que sa vie se dégradait, la petite fille avançait pas à pas vers son rêve. Après 3 mois de traitement, elle a réussi à faire ses premiers pas sans béquille. D'abord 1 ou 2 marches, puis tout un couloir. Les médecins l'ont applaudi. Sa mère pleurait de joie et elle souriait malgré la douleur, se sentant comme la fille la plus forte du monde. Ce n'était pas une victoire d'un seul jour. C'était la récompense d'années de lutte, de milliers de forces invisibles, de cette force qui ne lui permettait jamais d'abandonner. La récompense a eu lieu dans une grande salle avec un haut plafond et une lumière douce. Différentes personnes sont montées sur scène, bénévoles, secouristes, médecins. Quand son tour arriva, la pièce se figea. La petite fille, aux cheveux courts et coupés et vêtue d'une robe soignée, est montée sur scène. Elle marchait seule, sans béquille, lentement mais avec détermination. À ce moment-là, personne dans la pièce ne restait indifférent. Elle a reçu une médaille pour sa gentillesse et son courage. Mais la véritable récompense était les yeux des gens présents dans la pièce, des yeux pleins de respect, d'admiration et d'amour. Quelque part à l'autre bout de la ville, un homme en manteau regardait le reportage sur la vieille télévision. Il vit la petite fille marcher sur son nez. Pour la première fois depuis longtemps, son cœur se serra si fort qu'il eut du mal à respirer. Il éteignit la télévision et resta longtemps dans le noir. C'était la première fois qu'il comprenait que ce n'était pas le jugement public qui avait détruit sa vie. C'était précisément cette indifférence qu'il avait autrefois tolérée à la croisée des chemins. Quelques mois se sont écoulés. L'hiver a cédé la place à un printemps timide. Les rues reprenaient vie sous les premiers rayons du soleil. Le vent ne mordait plus le visage mais caressait doucement les cheveux qui dépassaient. Le monde se précipita à nouveau, comme s'il avait oublié tout ce qui l'avait préoccupé si récemment. Mais dans la vie de la petite fille, les changements furent permanents. Maintenant, elle marchait sans béquille. Ses pas étaient encore incertains,
exigeant parfois de la concentration, mais c'était ses propres pas. Elle pouvait aller où elle voulait. Elle pouvait faire la queue au congélateur, traverser la rue au feu vert sans se soucier des passants. La cicatrice sur sa cheville lui rappelait le chemin parcouru, mais elle ne lui faisait plus peur. Elle était devenue un symbole de force. Sa mère souriait de plus en plus, la laissant sortir seule, même si son cœur se serrait de peur. Elle n'avait plus besoin de consacrer une grande partie de son salaire aux médicaments. Désormais, l'argent était économisé pour de petits rêves, de nouveaux vêtements, un voyage dans la prochaine ville, des visites guidées et des livres. La vie qui semblait autrefois n'être qu'une simple survie avait soudainement goûté au vrai bonheur. La gloire de la petite fille s'estompa peu à peu. Les gens trouvèrent de nouveaux sujets de conversation, de nouvelles histoires, de nouveaux actes héroïques. Mais quelque chose restait. Dans son école natale, des cours de bienveillance ont été organisés. Les enfants ont appris non seulement les mathématiques et la grammaire, mais aussi des choses simples et importantes. Comment aider quelqu'un qui trébuche? Comment pouvons-nous voir celui qui est resté? Des affiches ont été accrochées aux arrêts de bus. Regardez autour de vous, peut-être que quelqu'un a besoin de votre aide. Le monde était tranquillement devenu un peu plus bienveillant. Un jour, la petite fille trouve dans sa boîte aux lettres une lettre sans adresse de retour ni nom de l'expéditeur. À l'intérieur, il y avait une feuille soignée avec une courte note, « Pardonne-moi pour ce jour. Tu es plus fort que je ne l'ai jamais été. Que ton chemin soit heureux. » Elle regarda longuement la lettre, essayant d'imaginer qui avait bien pu l'écrire, mais elle finit par la ranger avec les autres lettres dans cette boîte qu'elle gardait soigneusement, comme un trésor. Il n'était pas nécessaire de remuer le passé. L'essentiel était d'avancer. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, l'homme qui la poussait autrefois passait d'un emploi à l'autre. Il ne brigue plus de postes élevés, ne construit plus de grands projets. Sa vie était devenue plus calme. Modeste, rempli d'un lourd sentiment de culpabilité, il essayait de faire de petites bonnes actions, aider ses voisins à porter des sacs, céder sa place dans le bus, regarder attentivement ses pieds lorsqu'il marchait dans la rue. Il savait qu'il ne pouvait rien réparer, mais peut-être qu'il pourrait devenir un peu meilleur. Le souvenir de cette journée au carrefour fut pour lui une leçon éternelle. L'été est arrivé. La petite fille, vêtue d'une robe légère, marchait dans l'allée du parc avec un livre à la main. Elle ne se retournait plus par peur. Son approche était assurée, son regard ouvert. Derrière elle, il y avait un long chemin de lutte. En avant, toute une vie. Parfois, en traversant la rue, elle remarquait inconsciemment ceux qui marchaient à ses côtés ou des personnes âgées, des mères avec des poussettes, des enfants avec des sacs à dos et si quelqu'un trébuchait, elle était toujours prête à tendre la main. Car un jour, alors que le monde entier l'avait ignoré, quelqu'un l'avait remarqué. À l'occasion de la fête de fin d'année scolaire, elle est de nouveau appelée sur scène. Le directeur de l'école a parlé de ceux qui donnent l'exemple aux autres. La petite fille se tenait au centre de la pièce, écoutant les mots de gratitude. Elle ne se considérait pas comme une héroïne. Elle vivait simplement, faisait ce qu'elle pensait être juste. Son cœur était serein. Avant de partir, elle a regardé la pièce pleine de gens souriants. Elle savait désormais que même les moments les plus difficiles de la vie pouvaient être le début de quelque chose de grand. Parfois, il suffit d'un pas, d'un acte, d'une main tendue pour changer non seulement son propre destin mais aussi celui des autres. Son nouveau chemin ne faisait que commencer et elle était prête à le parcourir avec foi, gentillesse et cœur ouvert.